Bon, je m'appelle Daphné. Je sais pas trop quoi dire comme présentation, mais disons que je travaille un peu dans la communauté comme activiste. J'ai aussi ma business de soins énergétiques, consultation. Je suis là, quoi. Le reste, bon, vous allez voir ce soir, je pense. Tu comprends? Pour ceux qui ne connaissent pas Daphné, you're gonna learn today. Donc, même pour trouver dans ce panneau-là, puis habituellement, ici, il faut que j'aille d'autres personnes issues de d'autres communautés pour faire partie du panneau. It's always easy, t'as l'habitude au quelque chose, fait que tu le vois. Mais pour ce panneau-là, j'ai essayé vraiment de trouver, pour dire, OK, un blanc ou qui voudrait peut-être donner son point de vue. J'en ai essayé 2, 3, 4, 5, puis non, ça n'a pas marché. Ben, c'est un sujet très sensible. Ouais. Moi, je serais gênée en tant que personne blanche de venir parler gentil, là. de Par contre, il y a racisme Herbie. anti-blanc. Je sais qu'il y a Herbie qui est là, que c'est un peu chaud quand il est là. Mais on est gentil en général ici. C'est quand même poli. Oui, accueillant, gentil et tout, mais il y a certains sujets que, tu sais, ça échauffe un peu les esprits, puis comme, tu sais, étant donné le contexte dans lequel on vit, la société dans laquelle Ouais. on vit, de venir devant un panneau puis de parler de racisme anti-blanc puis des choses que tu as vécues en tant que personne blanche au Québec, c'est délicat. C'est délicat. Très délicat. À la fin du panneau, on aurait senti qu'il aurait été peut-être le bouc émissaire, dans le sens qu'il aurait été le punching bag de tout le monde, puis il aurait dit, OK, mais moi, je bouge. Ça aurait été un peu ça. Peut-être, tu sais, ça dépend aussi de sa position. OK, mais alors je vais jouer l'avocat du diable, OK. J'ai joué l'avocat du diable aujourd'hui. Ah, I'm gonna be your favorite white boy ce soir. OK. So, si là, comme, tu sais, on dit, tu sais, mon petit blanc, là, ou avier blanc. Il y en a qui disent comme ça, qui écoutent, regarde, si moi je t'avais traité de nègre, là, ça aurait pas été cool aussi. Fait que ça se dit pas. Ça, c'est du racisme. Ben, je suis quand même d'accord que quelque part ça se dit pas parce que c'est quand même une insulte. Si tu dis un vieux blanc, c'est une insulte. Ça se dit pas. Maintenant, si on veut parler de racisme, c'est parce que tu sais, le racisme, il y a comme plusieurs définitions du racisme. Dans la forme vraiment la plus simple, directe et large, c'est depuis que tu manifestes une hostilité envers une personne à cause de sa race, ce serait du racisme. Donc, sur cette forme-là, qui est très simple, ben, beaucoup de gens ont déjà exprimé ou fait des commentaires qu'on peut attribuer à du racisme. Maintenant, quand on parle de racisme en général, on le regarde dans sa forme la plus large, la forme la plus systémique. C'est-à-dire que déjà, pour qu'on parle vraiment de racisme puis de gens qui sont victimes de racisme, il faut être dans un système qui favorise le racisme parce qu'il y a des privilèges. C'est-à-dire qu'il y a des personnes par rapport à d'autres personnes qui sont en majorité et ces personnes-là ont des positions de pouvoir ou de décision, puis et leurs décisions affectent la minorité. Donc, dans ce cas-là, on va parler de racisme ou de racisme systémique. Puis je pense que, tu sais, ce serait important que c'est cette forme-là, justement, qu'on doit parler le plus. Pourquoi? Parce que c'est cette forme-là qui affecte les gens dans leur vie quotidienne. C'est cette forme-là qui va peut-être diminuer la possibilité de quelqu'un de gagner sa vie. Cette personne-là qui peut faire qu'une personne peut être profilée par la police puis qu'elle peut se retrouver avec un dossier criminel non justifié ou des accusations non fondées. Donc, quand on parle de racisme anti-blanc, pourquoi les gens ont commencé à parler de racisme anti-blanc? Ben, c'était en réponse à des mouvements comme Black Lives Matter. Là, on a commencé à entendre, ouais, mais White Lives Matter. C'est ça, là. Sauf que, comme je disais tantôt, c'est hypocrite de dire ça parce qu'on sait que les White Lives Matter, parce que quand une personne blanche est tuée ou qu'elle est injustement accusée de quelque chose, il y a un outrage. Il y a un outrage. Il y a la population qui se mobilise, qui est choquée. La télévision. Il y a la télévision, il y a les médias. Quand une personne blanche fait quelque chose, ou même quand elle commet un crime, il y a une empathie qui va être manifestée. Tu vas avoir des gens qui ont commis des crimes atroces, comme des Guy Turcotte ou bien des Alexandre Bissonnette, puis tu vas avoir les commentaires des journalistes, il y a une empathie envers ces personnes-là. Fait que quand on dit White Lives Matter ou bien racisme anti-blanc, on parle de quoi en fait? Parce que dans la réalité, c'est que les médias sont sur le bord des Blancs, même les Noirs en général parle positivement des Blancs. Ben oui. Si tu vas dans des pays comme en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique, ou bien même dans les Antilles ou dans les Caraïbes, les Blancs sont accueillis comment? Exactement. Ils sont bien accueillis. Ils sont accueillis à bras ouverts. Ils sont bien traités. Même que des fois, ils sont même privilégiés dans des pays où nous sommes en majorité.
Donc, quand tu arrives ici, où est-ce que c'est eux qui ont les postes de pouvoir, c'est eux qui ont les postes de décision, c'est eux qui ont des impacts dans la politique le plus, mais c'est sûr que leur comportement envers les minorités va avoir des conséquences plus graves pour ces personnes-là. Donc, moi, je pense que le concept du racisme anti-blanc, c'est un concept qui a été créé pour diluer le fait qu'il y a un problème, puis pour comme normaliser la situation en disant, mais tout le monde le fait. Mais moi, je pense que, tu sais, de parler de racisme anti-blanc, c'est quoi le racisme anti-blanc? Est-ce que c'est genre, t'es un blanc, puis là, t'as marché au coin de la rue, puis il y a un noir qui t'a regardé croche? Comme, c'est quoi que tu vis? Est-ce que tu vas avoir de la difficulté à trouver un emploi? Mais c'est ça, des arguments que j'ai entendus, c'est maintenant, par exemple, je peux appliquer quelque part, puis qu'ils disent, OK, mais là, tu sais, c'est à cause que là, il faut avoir, on n'a pas assez de tel, fait qu'on est obligé de te refuser parce qu'il faut en accepter d'autres. Fait dire, ouais, mais là, c'est à cause qu'on a besoin de d'autres personnes qu'on refuse maintenant. Fait que là, c'est un peu des commentaires que j'entends, là, dans des jobs, des affaires médias ou des trucs comme ça que... Sauf que, premièrement, ça, c'est pas du racisme anti-blanc, parce que les personnes qui ont mis en place ces mesures-là, c'est des blancs. Fait que c'est pas du racisme, c'est pas basé sur une hostilité envers une personne en fonction de sa race. C'est basé sur le fait qu'on est conscient qu'il y a une discrimination systémique qui s'est produite pendant des années, puis on est obligé maintenant de prendre des actions coercitives pour corriger la situation. Coercitive! Par coercitive... On a l'école, oui! Par coercitive, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on est obligé maintenant de dire... Regarde, on n'a plus le choix, vous êtes obligés. Vous allez devoir engager des personnes noires ou racisées ou peu importe. Vous êtes obligés de le faire parce que vous ne le faites pas si on ne vous oblige pas. Puis les gens qui disent qu'ils ont été refusés dans des emplois à cause de ça... Oui, il fallait des noirs pour comment refuser systématiquement. Mais moi, j'aimerais ça qu'on me dise dans quel emploi. Parce que de ce que j'ai vu, dans tous les chiffres que j'ai vus jusqu'à présent, il n'y a aucun institut public qui rencontre leur cible en termes de minorité visible. Elles ne rencontrent pas leur cible qu'elles se sont elles-mêmes fixées. Elles continuent d'employer en majorité des personnes blanches. Puis il y a même des entreprises qui ont des minorités visibles, puis qui trouvent qu'ils commencent à avoir trop de minorités visibles, puis qui préfèrent arrêter d'embaucher des minorités visibles, quitte à laisser des postes ouverts, en espérant qu'un blanc va appliquer. Ouais, parce que ça devient un petit peu trop l'envahissement. Ouais. Puis moi, je l'ai vu. J'ai déjà travaillé plus jeune dans une entreprise où c'était un centre d'appel pour une compagnie de sécurité. OK. Puis la directrice de l'entreprise a dit à la superviseure qui s'occupait de l'embauche, ben là, il va falloir que tu embauches des petits blancs parce que, tu sais, il y a trop de petits noirs là. Puis, tu sais, à Québec, ils vont dire qu'il y a des petits nègres ici. Moi, j'ai connu quelqu'un qui travaillait dans un concessionnaire. Il y avait 3 postes de conseiller technique. Il y avait un noir, un arabe. Puis là, le 3e poste était vacant. Il n'y avait que des noirs, des arabes qui appliquaient. Finalement, le boss, il voulait jamais les engager parce qu'il disait, ben non, c'est trop. Ça. Puis là, il y a finalement un blanc qui a appliqué. Il a eu le poste tout de suite. Puis il est parti après 2 semaines parce qu'il a trouvé quelque chose de mieux. Fait que, tu sais, il y a vraiment une préférence de la part des employeurs en général d'employer des personnes blanches. Mais souvent, quand on parle de ce genre de privilège-là, les Blancs vont dire, ouais, mais ce privilège-là n'existe pas. Moi, je viens d'une famille pauvre. Moi, j'ai ça, j'allais trimé. dire, c'est ça. Il y en a qui disent que moi, je passe dans une position de pouvoir aussi. Moi, j'ai vécu de la pauvreté. J'ai vécu les mêmes choses que toi. Fait que, parle-moi pas comme si, comme je suis né, puis j'ai eu comme tout cul dans le bec, là. Tu sais, j'ai pas eu cette vie riche, puis je suis l'héritier d'une fortune. Ça, sûrement, tu l'as entendu aussi comme... Je l'ai entendu souvent, mais le privilège, ça se manifeste sous plusieurs formes. Puis, c'est pas toujours dans des formes aussi évidentes ou obvious que être riche ou être descendant d'une famille d'héritiers de Paris Hilton, genre. C'est ça. C'est comme, il y a des choses subtiles dans le privilège. Un des premiers privilèges, par exemple, qu'une personne blanche peut avoir, en tout cas en Amérique du Nord, déjà de savoir c'est qui tes ancêtres puis d'où tu viens. Ça, c'est déjà comme un premier privilège que les personnes noires qui sont dans les Caraïbes, qui sont dans les Antilles, dans les Amériques, que nous, on n'aura pas ce privilège-là parce qu'on porte pas nos noms de famille ancestraux. Fait qu'on sait même pas d'où on vient puis de quel pays ou de quelle origine on est. Ça, c'est déjà un premier privilège. Un autre privilège, tu sais, je sais pas, nous, la plupart des personnes noires, en tout cas, moi, ça a été mon cas, je me suis déjà fait arrêter injustement par la police, OK? Sans raison. Fait que, veux pas, quand je conduis, je vois un policier qui conduit, moi, je vois pas, oh, le policier est là, je suis plus en sécurité, ce policier-là, il me protège sur la route. Moi, je vois, ah, est-ce que c'est une personne hostile?
Est-ce qu'il pourrait m'arrêter injustement? Est-ce que ça pourrait escalader? Puis je vis un stress. Puis des fois, la réaction de ce policier-là peut me stresser. Il peut commencer à accélérer, essayer de regarder par la vitre c'est qui est là. Il peut me suivre, commencer à checker ma plaque. Donc, il y a des comportements comme ça qui sont stressants qu'une personne blanche ne va pas nécessairement vivre. Donc, il y a comme un ensemble de comportements que tu peux voir. Moi, ça m'est arrivé à l'école d'avoir des professeurs qui me demandent est-ce que tu as plagié dans ton examen? Alors que. Oh, for real? Oui, parce que pour eux, c'était pas normal, par exemple, qu'une personne noire ait ce genre de raisonnement-là ou ce genre de note-là. Et la personne blanche qui a eu la note un peu plus haute que moi, ben elle n'a pas eu de question du professeur sur son travail parce que le professeur, il prend pour acquis que si tu es blanc, tu es supposé être bon. Fait que quand je dis qu'il y a un privilège blanc, ce privilège-là, pour une personne blanche, ne pourra pas s'en rendre compte. Souvent, tu sais, c'est comme, il y a une expression qui dit, tu sais, qu'un poisson, il est dans l'eau, mais il ne sait pas qu'il est dans l'eau. Parce que c'est sa vie. That's how he lives every day. Fait que si tu es une personne blanche, puis que tu te fais pas arrêter par la police, tu vas trouver ça normal. Parce que tu vas te dire, ben, pourquoi la police m'arrêterait? J'ai rien fait. Si tu es une personne noire, tu te fais arrêter par la police puis tu n'as rien fait, mais tu ne seras pas si étonné que ça. Mais ça, c'est des petites choses subtiles que les personnes blanches ne vont pas nécessairement voir parce qu'ils ne sont pas nécessairement témoins quand quelque chose se passe. Ils ne sont pas nécessairement témoins de ces injustices-là parce que ce pas des injustices qui sont nécessairement médiatisées, publicisées. On met pas ça nécessairement sur la place publique. Puis de toute façon, quand on le fait, la plupart du temps, eux autres, ils sont incrédules. Parce qu'ils disent, mais ça se peut pas, parce que si ça arrivait, je l'aurais déjà vu. Ou j'aurais été témoin de ça. Mais des fois, ils utilisent un peu la situation qui se passe en Afrique du Sud avec les fermiers pour dire, oh, ben, regarde, tu dis comme ça qu'il n'y a pas de génocide, une oppression contre les Blancs, tout ça. Puis regarde, il y a un génocide, il y a une attaque systémique contre plein de Blancs, tout ça, depuis les dernières années, tout ça. Donc, c'est un peu un autre argument aussi que j'ai entendu. Je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que je me suis intéressée à la situation, justement. Dernièrement, fait que là, t'es bon, t'es calé, là. Pow! T'es bon, là. En Afrique du Sud, OK? Puis, tu sais, j'ai des petits trucs à dire. Vas-y. Premièrement, le chef de la police de l'Afrique du Sud, qui est vraiment en chef de tous les départements et tout, puis des recherches criminelles et tout, qui est un Blanc, il a dit, premièrement, il a dit publiquement qu'il n'y a pas de génocide actuellement entre les fermiers blancs. OK, fait que ça, c'est tout du brouhaha, là, comme ça. C'est du brouhaha. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne sais pas si tu l'as vu dernièrement, il y a quelqu'un qui faisait circuler un documentaire en Afrique du Sud qui montrait une personne blanche homeless, puis des personnes noires qui étaient rendues riches, qui avaient des grandes entreprises, puis que là, maintenant, il parlait de l'inversion du racisme en Afrique du Sud. Pourtant, actuellement en Afrique du Sud, pas en 94 avant l'apartheid, actuellement en Afrique du Sud, 80% des richesses appartiennent aux Blancs. 80%? 80% des richesses appartiennent aux Blancs, qui représentent entre 10 et 20% de la population. Same story. Actuellement. Le salaire moyen en 2015, puis j'ai vu ça dernièrement, c'est bon, là. Bon timing. En 2015, le salaire moyen d'un Noir en Afrique du Sud était d'environ 6 000 €. Puis le salaire moyen d'un Blanc en Afrique du Sud annuel était de 30 000 €. 30 000? 5 fois plus. Donc, quand ils essaient de nous faire croire, il y a vraiment une... C'est comme une propagande. C'est ça, là. Il y a une médiatisation parce que, qu'est-ce qu'ils veulent créer? Ils veulent créer cette peur-là. Ils veulent dire aux Blancs, ne les laissez pas monter parce que s'ils montent, voici qu'est-ce que il va vous arriver. Y a comme une vous allez peur, tomber là. en bas de l'échelle, vous allez devenir des mendiants, ils vont vous écraser, ils vont vous mettre dehors de vos maisons, ils vont vous tuer, ils vont faire un génocide contre vous. En fait, cette peur-là, elle vient de leur imaginaire parce que dans leur imaginaire, eux, si quelqu'un leur avait fait ce qu'eux, ils nous ont fait, ils se seraient vengés. Donc, pour eux, c'est inconcevable que si on reprend notre position de pouvoir, que si on reprend le contrôle de nos pays, que si on reprend un pouvoir économique, qu'on ne va pas s'en servir pour les écraser parce que eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent puis qu'ils raisonnent. C'est ça. Bravo, guys. Un autre argument que j'entends aussi, c'est, oui, vous avez votre côté pro-black, on veut rester entre nous, tout ça, mais quand tu vois qu'il y a des mouvements de white nationalistes, pourquoi eux sont considérés racistes, tandis qu'il y a des black extrémistes? Ben, il y a qu'est-ce qu'on appelle, moi, plutôt que de dire black nationalist, moi, j'appellerais ça du black protectionist. Ooh. OK? Par protectionist, qu'est-ce qu'on comprend, c'est que quand une personne, par exemple, est constamment opprimée par un groupe de personnes, que ça soit, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les cas où les gens sont opprimés, je vais juste rester dans notre cas, OK? Quand une personne est constamment opprimée par un groupe de personnes,
c'est normal qu'après, ces personnes-là qui sont dans cette situation-là décident, on va se mettre ensemble, on va essayer de faire des choses pour s'entraider, pour améliorer nos situations. Ouais, notre condition, ouais. Donc, ils le font pas dans une réaction de « Oh, j'aime pas les Blancs » ou « Je suis raciste contre les Blancs ». Ils le font dans une chose, « OK, je suis dans une position de survie, so I have to do something to improve my situation. I will not get... » Je vais pas le recevoir de d'eux. Donc, nous, on va essayer de faire quelque chose entre nous pour s'entraider puis pour améliorer notre situation. Maintenant, le white nationalist n'a pas cette justification-là derrière. Puisque partout dans le monde, les Blancs sont les personnes qui sont actuellement au pouvoir, qui prennent les décisions, qui dirigent le monde, qui sont les chefs des grandes organisations internationales, que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, que ce soit l'ONU, que ce soit le G20, et puis j'en passe. Donc, ces gens-là dirigent tout ce qui est l'armement, tout ce qui est le pharmaceutique, ils ont un contrôle intense sur tout ce qui se passe dans le monde. Donc, ce mouvement-là, white nationaliste, défend quoi exactement? Il défend quoi? Est-ce qu'il défend le droit du blanc de rester dans sa position de pouvoir? Ouais, genre comme Parce ça. qu'il y a des mouvements white nationalistes qui ont dit clairement, nous sommes conscients de notre privilège blanc et nous voulons le garder. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un problème démographique pour les Blancs, qui faut qu'ils sont en train de descendre en termes de nombre de personnes. Puis là, maintenant, ils ont une peur de disparaître. C'est ça, donc c'est ça, c'est une certaine crainte qu'ils ont parce que la démographie elle change, le visage de... Pour dire dans quelques années, peut-être en Amérique, ça va être quoi, en bas de 50%, 40%. Donc là, ils disent, OK, il y a quelque chose qui change, donc on va disparaître, quoi. Ben, qu'est-ce qui va faire que la race blanche disparaîtrait? Parce que tu peux pas disparaître parce que tu as tes enfants, tes petits-enfants et tout ça. Qu'est-ce qui va faire que la race blanche disparaîtrait? C'est pas le fait qu'il y a de l'immigration, c'est même pas le métissage. C'est carrément le fait que le taux de natalité est très bas dans les populations blanches. Donc, si tu décidais, par exemple, puis on n'a qu'à aller voir dans les régions ou dans les endroits aux États-Unis où il n'y a pas d'immigration, où il n'y a que des Blancs, ou même dans des régions au Canada où il n'y a pas d'immigration puis qu'il n'y a que des Blancs, qu'est-ce qui arrive dans ces régions-là? La population vieillit, puis la population diminue. Donc, de toute façon, même s'ils fermeraient leurs portes comme là, tu sais, on va fermer nos frontières, on va accepter moins d'immigrants. Même si le Québec ou le Canada, plutôt, fermerait ses frontières aujourd'hui puis dirait on n'accepte plus d'immigration, tout ce qui va arriver, c'est que le poids démographique du Canada va descendre. Puis à un moment donné, il y aura comme 10 personnes pour dire que bon, ben c'est notre pays. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment ça, là. Mais je sais que dernièrement, je sais que dans le gouvernement de Legault, ils voulaient favoriser l'immigration, mais beaucoup plus les Européens comme les Français, les Belges, puis tout ça, whatever. Donc, est-ce que tu sens qu'il y a un peu ce côté-là qui calcule pour dire, OK, non, on laisse un peu le visage changer, donc il faudrait peut-être garder, puis maintenir peut-être ce côté équilibré un peu avec une immigration plus blanche aussi? Oui, il y a définitivement un désir de garder une certaine image. On l'a vu dans les festivités du 350e anniversaire de Montréal, où ce que dans une ville où tu as comme presque la moitié de la population issue des minorités dites visibles, que toutes les personnes qui étaient représentées étaient blanches. Fait que dans l'imaginaire surtout du Québécois, le Québécois, c'est une personne blanche qui s'appelle peut-être Jean Tremblay, ou tout autre nom québécois. Là, mais le point, c'est que, tu sais, comme... c'est quelque chose qu'ils veulent garder, puis c'est quelque chose qu'ils aimeraient qu'il reste comme ça. Sauf que la réalité, c'est que ça n'arrivera pas. Puis ça va changer. Puis, tu sais, on peut s'en plaindre, on peut dire, oui, le truc est en train de changer, mais tout le monde entier est en train de changer. Tous les pays sont en train de changer. Il y a vraiment un changement qui se fait d'une façon mondiale sur la façon de penser, la façon de voir comment le monde est, la façon de voir les systèmes, la façon de percevoir le capitalisme, la façon de percevoir les injustices. Il y a un changement qui est en train de se faire. Puis il n'y a rien qui va pouvoir arrêter ce changement-là. C'est ça. Donc là, eux, ils anticipent pour dire que faudrait qu'il va y avoir ce changement-là, puis après, là, il va y avoir beaucoup plus de personnes issues de la communauté noire dans des positions de pouvoir, tout ça. Est-ce que là, il y a la possibilité vraiment que la roue tourne, puis que là, les choses que eux nous blâmaient, maintenant, ils sont en position de faire, puis ils vont commencer à peut-être nous faire une certaine injustice, donc on a peur de ça? Ben, moi, ce que je vois, c'est que, ce que je pense personnellement, c'est que c'est pas dans notre nature de faire ce genre de choses-là. Puis on le voit, parce que même quand on est majoritaire dans des pays, quand eux, ils viennent en minorité, on les traite pas, on les maltraite pas.
Donc, si on avait cette nature-là, ben, on se défoulerait. Même en Afrique du Sud, où ils sont en minorité, ils seraient déjà tous morts. C'est vrai, ça. Donc, on n'a pas cette nature-là. Parce que l'Afrique du Sud, c'est pas des choses d'il y a 3000 ans, là. C'est 94, l'apartheid a pris fin. C'est ça. Là, maintenant, la population est 80% noire. Ben, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tué tous les Blancs qui sont là? C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Donc, si c'était dans notre nature de le faire, non, il y aurait des coupes-têtes là, qui se seraient déjà faites. Des coupes-têtes normales. Là. Clairement. Mais même nous, quand on choisit la communauté noire dans d'autres pays aussi, on peut sentir aussi, comme il y a une communauté qui est au Japon qui dit qu'ils subissent, je pourrais dire, ce racisme fort des Japonais. Il y en a qui sont dans les pays maghrébins qui disent qu'ils subissent ça aussi. Fait que c'est comme si... quand on parle de ce rapport de force ou cette oppression, dans le sens que nous, en Afrique du Sud, on est en majorité, on ne fait pas ça, mais nous, on dirait partout où est-ce qu'on est, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe quand même avec nous. Clairement. Puis ça aussi, ça fait partie du privilège blanc que les Blancs ne sont pas conscients. C'est que quand ils arrivent dans un pays, ils sont en général bienvenus et bienvenus. Puis ça fait partie des privilèges dont ils ne sont pas conscients parce que pour eux, ils prennent ça pour acquis. Que partout où ils vont, ils peuvent être eux-mêmes puis ils n'ont pas à changer qui ils sont pour être acceptés. Donc, nous, effectivement, on est ostracisés parce que, bon, il y a une campagne médiatique, il y a la façon dont on est projeté par les médias, la façon dont on est présenté aussi. Il y a aussi du self-hate. Parce qu'on l'a vu, si pour les gens qui font des recherches sur le Japon, puis tu vas très loin en arrière, tu vas trouver des samouraïs noirs. Tu sais, tu vas aller en République dominicaine où ils ne se considèrent pas comme des noirs, mais ils ont des origines africaines. Donc, ça. Comme il C'est fou, ça. Comme il y a une sorte de truc mondial qui vise à faire paraître l'homme noir ou l'homme africain comme étant soit stupide, soit naïf ou soit pauvre, ou tous les trois, ben, comme il y a cette médiatisation-là, ben, la plupart des gens, ils veulent nier cet aspect-là d'eux-mêmes. Puis la façon de le nier, c'est de le rejeter. Puis c'est vraiment un self-hate, parce que qu'est-ce que tu détestes habituellement en avant de toi? C'est qu'est-ce qui te rappelle quelque chose par rapport à qui tu es. Donc, une question, est-ce que les Noirs peuvent être racistes? Bon, comme je te disais tantôt, tout dépend de la définition. Si on y va avec la définition simple que dès que tu as de l'hostilité envers quelqu'un juste à cause de la couleur de sa peau, je dirais oui, c'est possible. Comment on m'a traité de raciste là, sur Saint-Laurent l'autre fois? Là. J'avais posté l'affaire, là, la photo. Là. Je me fais interpeller là, par deux femmes caucasiennes très, très agitées et très sur substance illicite. Je me fais interpeller, je suis là, elle dit « Ah, c'est toi avec ton show, là, whatever. » Fait que je pensais que c'était une joke. Puis là, elle commence à me tenir, je dis « Oh! » Là, elle est là, puis elle est en train de me dire « Ouais, t'es raciste, tu divises. » Je divise. Moi, là, de mes 5 pommes, là, je divise, là. Je suis la cause de la division raciale au Québec. Ben, c'est un peu un déni. Moi, je dirais que ça, c'est le même déni que quand les Blancs se plaignent du phénomène de ghettoisation, c'est-à-dire que les gens d'une certaine communauté habitent tous ensemble dans le même quartier, mais qu'ils se plaignent de ça, mais ils ne seraient pas prêts à avoir une seule de ces personnes-là chez eux à dîner ou à souper le soir. Donc, quelque part, tu préfères projeter sur l'autre ce que toi, tu ressens. En fait, c'est que toi, tu n'es pas à l'aise d'avoir peut-être quelqu'un qui est issu de l'immigration de certaines communautés. Tu n'es pas à l'aise à les avoir dans ton entourage. Tu n'es pas à l'aise à ce qu'ils fréquentent ta famille ou tes enfants. Tu n'es pas à l'aise à ce qu'ils travaillent pour toi. Tu n'es pas à l'aise à ce qu'ils viennent chez toi. Mais plutôt que d'admettre ce malaise-là que tu as à l'intérieur de toi ou d'admettre les injustices que tu fais à cause de ça, tu vas plutôt blâmer l'autre groupe en disant « Ouais, mais de toute façon, ils nous aiment pas. » Ou bien « Ah, mais de toute façon, ils habitent tous ensemble dans le même quartier, ils veulent rester entre eux. » Parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça que d'admettre que peut-être la raison pour laquelle ces gens-là se sont réunis puis habitent au même endroit, c'est parce que c'est là où on les accepte. Ça, elle dit, mais là, c'est quoi la solution pour vous? Ça va être comme la ségrégation, c'est ça que j'entends. Mais pour finir avec les 2 caucasiennes qui m'ont interpellé, et je pense qu'il y en a une qui était au téléphone avec une amie, puis elle dit, mais tu vois, en plus, même mon amie au téléphone, puis elle a mis son haut-parleur, tu sais, elle est haïtienne, puis même elle trouve raciste. Là, j'ai dit, OK. Ben, tu sais, il y aura toujours des alliés de chaque côté. Hein? Il y a des alliés de comme la si cause... c'était sûr de faire, là, oh, mon ami est haïtienne, puis il dit comme je comprends. Non, mais il y a des alliés de la cause blanche, puis il y a des alliés de la cause noire, puis il y a des gens qui se considèrent neutres.
Puis, tu sais, il y a des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de cause, il y a de tout. Puis, tu sais, au même moment où nous, on va faire des choses, admettons, pour essayer d'avancer, il y aura des gens de notre communauté qui vont nous traiter de racistes parce que eux, leur rêve, c'est plutôt d'intégrer puis d'être acceptés par les autres. Donc, quand ils voient que, tu sais, nous, on a juste abandonné cette idée-là d'être acceptés par les autres puis qu'on essaie juste de faire quelque chose pour nous, ben eux, ça les dérange. Ça les dérange parce que ça leur fait se questionner sur pourquoi moi, je veux tellement être accepté par eux. Mais il y en a beaucoup qui stigmatisent un peu qu'est-ce qu'on fait, l'émission, tout ça, pour dire que on est un peu extrême dans notre façon de penser, puis nos sujets comme ça, puis on ne permet pas le rapprochement, puis ça met, on met un certain inconfort un peu. Moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir un endroit où la majorité des voix sont des personnes noires. Oui. C'est super important parce qu'il n'y en a pas. Tu sais, dans l'espace médiatique est déjà occupé majoritairement par des Blancs. Puis les quelques Noirs, habituellement, qui occupent l'espace médiatique, c'est des Noirs qui leur flattent le poil. C'est ça, là. Donc, c'est important d'avoir des voix dissidentes. C'est important d'avoir un message qui circule, qui dit autre chose que qu'est-ce que les gens veulent tout le temps être à l'aise d'entendre. C'est important d'accepter l'inconfort d'entendre certaines choses. Parce qu'il n'y a aucun changement qui pourra jamais se faire si tu restes toujours dans le confort d'entendre qu'est-ce qui te fait du bien. C'est ça. Puis des fois, c'est cet inconfort-là que je trouve c'est stupide parce que, tu sais, des fois, on peut m'inviter quelque part à un petit barbecue, puis là, on est là, en train de chill, puis là, une conversation est en train de péter, là, je suis là, je suis comme quête. Tu sais, il y a des noirs, des blancs, whatever, là, je suis comme quête. On dirait que j'aurais voulu dire bye, puis après, tu sais, comme on me regarde pour dire comme. Là, je suis comme, comment? Je suis comme, il faut parler de ça, là. C'est comme, non, yo, commence pas ça, là. Tu sais, c'est comme, je suis comme, oh! Fait que ta femme est là, ton partenaire est là, puis c'est le moment d'avoir une bonne conversation comme ça, puis eux, ils sont comme. Tu sais, fais pas ton pro black ici, là. Dans ma tête, je suis comme, mais comment tu vis avec ta femme chez toi, là? Être fouette, là, mon gars, comme... C'est comme, tu sais pas parler... Non, mais c'est vrai, tu sais, tu peux pas commencer à être dans une certaine relation, puis tu peux pas parler de certains sujets qui sont real. C'est ça l'affaire. Des fois, je suis comme... Si tu n'es pas capable de traiter ces sujets-là, mais tu vas avoir un enfant avec cette personne-là à un moment donné, puis elle va être face. Comment tu vas faire pour essayer de comprendre puis diriger cet enfant-là si tu n'as pas ce genre de conversation-là? Si le père n'est pas là ou la mère n'est pas là, puis toi, tu es la personne caucasienne, puis ton fils arrive, là, puis la mélanine, là, c'est vraiment comme, you know, c'est très tricky, là. Fait que là, ton enfant, il sort, puis ouais, comme tu vois qu'il est vraiment foncé, puis il y a vraiment comme tous les traits qui ne te ressemblent pas. Il revient à la maison, il a vécu une certaine situation. Comment tu vas parler avec l'enfant? Ben, c'est que les gens, souvent, qui sont dans des... Bon, je veux pas trop rentrer deep dans le sujet. C'est ça, c'était juste un des points. Ça va être notre panel. Mais disons, juste pour rester dans l'aspect de quand même la race, parce qu'on en parle, souvent, les gens qui sont dans les relations interraciales, ils aimeraient ça qu'on fasse comme si la race n'existe pas. Colorblind. Exactement. Puis, ils clament être eux-mêmes colorblind. OK, même si des fois dans les relations interraciales, il y a autant de motivation raciale dedans ça, des fois que dans une relation de même race, mais ça c'est un autre débat. Mais le point est que comme souvent ils vont se présenter comme étant des personnes, moi je vois pas la race. Fait que le fait de parler de race, ça les ramène au fait que on n'a pas la même race, puis on a des différences à cause de ça, puis ça les dérange. Ça les dérange. Parce qu'ils veulent pas avoir à y penser. Mais ça, c'est encore un autre privilège blanc, de ne pas avoir à penser à la race. C'est ça, tandis que nous, comme c'est toujours exposé, on marche dehors, puis... Ne serait-ce que parce que tu te fais demander tout le temps d'où tu viens, puis tu es de quelle origine. Tu sais, combien de blancs au Québec, là, qui s'appelle Jean Tremblay, se fait demander d'où il vient? Tu sais, fait que juste cette question-là, déjà, ça dit moi, voici moi et voici l'autre. Je suis la norme et tu es l'autre. C'est ça. Donc, déjà, juste par là, juste par ce concept-là, on peut même pas parler de colorblindness. Parce que c'est pas vrai que tu n'es pas conscient que la personne en face de toi, elle a une couleur. Même un enfant de 3 ans, là, il va le voir. Là. Il va le voir, tu comprends? Donc, l'affaire, c'est que c'est pas de faire comme si ça n'existe pas. Ça veut pas dire qu'on peut pas cohabiter ou discuter. Mais on peut pas faire fi de ça, parce que ça fait partie de la réalité puis de la vie de la personne. C'est ça. Qui elle est, d'où elle vient, ses réalités sociales, culturelles, tout ça, ça fait partie de la personne, puis ça fait partie de son schéma de vie, puis de ses réactions, puis de tout ça. Donc tu peux pas juste faire comme si ça n'existe pas.